Yo les bullshitters! C'est un secret pour personne, on vit dans une époque de merde. Et du coup, ça fait quelques années qu'on baigne en pleine nostalgie. Y'a qu'à voir la tête d'affiche entre Star Wars, Blade Runners et Jumanji, on se croirait littéralement revenu 20 ans en arrière. On va pas se cacher, Stranger Things aurait pas été si populaire si ça s'était passé en 2017. Et évidemment, la télé ne fait pas exception à la règle, et du coup, le 11 décembre dernier, France 4 a annoncé le grand retour des minicums. Si vous avez grandi dans les années 90-2000, vous connaissez forcément les minicums, et d'ailleurs, il y a de grandes chances pour que rien que le nom de l'émission vous donne soudain furieusement l'envie de ressortir vos Furbies, de chanter Laurie, de boire du petit Vitel et surtout de tirer la quéquette à Jacques Chirac. Y a rien de pervers, c'était juste un jeu. C'est vrai que sur YouTube on parle beaucoup du Club Dorothée, mais ça c'est plutôt années 80-90, Moi ça commençait à disparaître quand j'étais petite. Ce que j'ai connu par contre c'est les minicums. Donc c'était une émission qui était animée par des marionnettes qui caricaturaient des personnalités et qui diffusait bien sûr des séries animées. C'est un peu une fusion entre Gulli et les guignols de l'info. Mais c'était surtout un phénomène culturel de malade de la même ampleur que, je sais pas moi, Pokémon ou même la Starac à l'époque, à tel point qu'on parlait carrément de minicum génération. On est la minicum génération. Ok, alors voyons ce que cette version 2017 peut bien donner, Hey man, tu as vu, t'as une tâche. Ah bon? Pistache. Ce soir dans les minicums, c'est bataille de blagues. Sur la vie de mes cheveux, tu n'as aucune chance. Je suis le roi de la blague. Ah ouais? Qu'est-ce qu'un chou dans l'eau? Un chou marin. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va apprendre comment gâcher l'enfance de quelqu'un. Déjà il faut prendre un contenu qui va bien représenter toute une génération. Voilà, moi j'ai choisi les minicums parce que sur moi ça va bien marcher. Ensuite, très important, on va venir choisir du coup des personnalités qui représentent bien la génération de maintenant. Moi j'ai choisi de travailler avec Norman Tavo, Louane et Kev Adams, mais ça peut être autre chose, Après c'est comme vous voulez. Et pour finir on va venir fixer le tout avec des blagues pas drôles qui seront datées d'ici 4 mois. Et voilà, vous avez un résultat final qui ne plaira ni aux nostalgiques ni aux enfants d'aujourd'hui. Plus sérieusement, le fait qu'ils se soient sentis obligés de prendre des stars que les jeunes aiment bien, ça prouve bien à quel point les enfants ont changé en près de 15 ans. Parce que nous à l'époque, dans les minicums, les personnalités qui étaient représentées c'était qui? C'était Johnny Hallyday, Josiane Balasco, Antoine Decaune, Nagui, voilà, c'était pas des gens qui étaient forcément adulés par les enfants et pourtant on adorait l'émission. Enfin bref, tout ça, ça me fait dire que ok, les minicums ils sont enfin revenus, mais... Trop tard! Près de 15 ans, trop tard. Du coup, on va oublier cette version 2.0 et on va revenir à nos vieux minicums. Allez, on se concentre. Qu'est-ce qu'on se souvient de la minicum génération? Mélissa. Non mais à part ça. Mélissa. Non mais à part ça. Non, pas ça. Ok, on va prendre la liste des émissions qu'il y avait dans les minicums, ce sera plus rapide. Faut dire que les minicums nous ont introduit à beaucoup de dessins animés, certains qu'on adorait. Certains qu'on détestait. D'autres qui étaient juste mais. Il se nomme Albert le 5e mousquetaire. D'autres qu'on trouvait un peu tristes parce qu'ils étaient toujours diffusés en fin de programmation et que ça voulait dire que c'était l'heure de l'école. Et enfin d'autres qu'on avait carrément oubliés. Bien sûr, tout le monde aura sa propre opinion, mais je vous invite à redécouvrir certains de ces dessins animés. Dans la rue, tous les jours en se promenant, on rencontre bien des gens qui voient les choses différemment. Alors, quel animal est Arthur? Le personnage principal est Arthur Timothée Reed, c'est un Oryctérope. Qu'est-ce qu'un Oryctérope? Il y a combien de personnes qui pensaient que c'était un hamster, Arthur? Enfin, on peut dire que Arthur, c'est ce dessin animé qui t'a pas forcément marqué, dont personne parlait vraiment, mais qui bizarrement a toujours été là. Et d'ailleurs, ça continue encore à exister aujourd'hui. Waouh! C'est comme les suites du Cygne et la Princesse, tu sais, genre personne les regarde, tout le monde s'en tape, mais pour une obscure raison, ils veulent pas arrêter d'en faire. C'est comme s'il y avait une sorte de limbe pour dessins animés qui refusent de mourir et qui continuent à exister pour toujours et à jamais. Au moins Arthur nous fournit de bons mèmes. Par contre, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai jamais compris les paroles du générique. Moi je me dis, Hey, on va une belle journée. si
De manière générale, s'il y a un truc dont je me souviens de ce dessin animé, c'est qu'ils avaient tous des manières super bizarres de parler. Je me demande ce qu'il va dire quand il va trouver une tranche de jambon dans le lecteur de disque compact. Un disque compact. Qui dit ça? Mine de rien, cette série apprenait de bonnes leçons de vie, comme par exemple qu'un hippopotame fait la même taille qu'un lapin, ou que le plus grand pouvoir qu'un gamin peut posséder à 10 ans, c'est d'avoir une putain de carte de bibliothèque. Now I know what true power feels like. D'ailleurs, je sais pas, mais si un jour je fais un top des personnages de dessins animés les plus détestables, cette petite peste y sera très certainement. Mais bien entendu, si on voulait apprendre des trucs, il y avait bien mieux qu'Arthur, hein. Il y avait évidemment la collection des Il était une fois, mais ça c'était plutôt la génération 80-90. Nous, notre prof préféré, c'était pas cette espèce de barbu là, non. C'était Mademoiselle Bille-en-Tête. En voiture tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé sur un doigt. Ah voilà, là ça devient sérieux. Je veux dire, entre ça et C'est pas sorcier, les gens de ma génération n'ont juste aucune excuse pour ne pas avoir de culture générale. C'est grâce à ce genre de programme qu'on sait par exemple que si jamais tu enlèves ton casque sur Pluton, bon ça va, tu vas avoir un petit peu froid mais tu survis. Ces crétins de profs de physique qui nous disaient que tu mourrais. En me rematant des épisodes du Bus Magique, pour les besoins de cette vidéo bien sûr, hein, c'est pas comme si je regardais le Bus Magique dans mon temps libre sur Netflix, hein, je suis une adulte. Je me suis rendu compte à quel point la vision des enfants et la vision des adultes étaient différentes, parce que nous, quand on était petits, on rêvait tous d'avoir une prof comme Mademoiselle Bille-en-Tête et de partir dans un bus magique explorer le monde. Alors que maintenant tu te dis, mais en fait cette prof c'est une putain d'inconsciente quoi. Mademoiselle Bille-en-Tête était une psychopathe. À chaque épisode, elle mettait en danger la vie de ces gamins innocents juste pour leur apprendre des trucs. Dire, regardez, ne serait-ce que l'épisode 2 de la saison 1. En 20 minutes, ces pauvres enfants ont failli se faire broyer, noyer, liquéfier et littéralement ensevelis par les crottes de leurs camarades de classe. Puis ça avait pas l'air de poser trop de problèmes à la prof, hein, ça va. Elle était gérée par qui cette école Dumbledore? Bon, aujourd'hui j'emmène ma classe explorer le corps humain. Il risque de se faire digérer par les sucs gastriques et de se faire attaquer par des globules blancs. Mais c'est pour la science. Ah mais y a pas de souci, vous avez mon autorisation. De toute façon, s'il y a pas de danger de mort, c'est pas de la pédagogie, hein. Je comprends pourquoi il y avait que 8 élèves dans cette classe. Les 20 autres sont morts. Et on parlera même pas du fait qu'ils partent en excursion scolaire comme ça tous les jours, dès qu'ils en ont envie, sans autorisation des parents. Dès qu'un gamin a envie de sortir, il peut sortir, y a pas de souci. Enfin non, ça marche pas comme ça à l'école. En parlant de ça, vous vous souvenez de ces gamins qui appelaient la fin d'épisode pour se plaindre auprès des réalisateurs que c'était pas assez réaliste? Bonjour, je viens de voir l'émission et j'ai quelques commentaires. C'était pas mal, mais je n'ai jamais vu une particule de lumière se déplacer de la façon dont les enfants le faisaient. C'était notre cinéma ciné à nous. Mais c'est vrai que c'est un moyen très malin d'expliquer que même dans les dessins animés éducatifs, on avait parfois forcément besoin d'enjoliver un petit peu la réalité pour les besoins de l'épisode. La lumière se déplace tellement vite qu'on n'a même pas le temps de la voir bouger. Donc, on a mis ça au ralenti, pour vous permettre de voir beaucoup plus facilement. Je me moque, mais c'était vraiment un très bon dessin animé. Et sans rigoler, ça m'a déjà aidé en SVT et en physique. Hein. Si vous avez un contrôle qui arrive, là, regardez un épisode du Bus Magique, ça peut vous aider. Et puis c'était pas un truc éducatif lourdingue avec une prof qui t'explique un truc dont t'as rien à foutre. Non, non, c'était vraiment noyé sous une tonne de trucs fun. Chaque personnage avait vraiment une personnalité distincte, avec des répliques cultes qui revenaient à chaque épisode, tout ça. Donc même si t'avais pas forcément envie de t'éduquer ou d'apprendre quelque chose, c'était quand même sympa à regarder. Je sais que récemment ils ont fait une sorte de reboot, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore regardé, mais apparemment il y a des bonnes critiques. Tous les épisodes du Bus Magique sont sur Netflix, hein, si vous voulez vous replonger dans la nostalgie, allez-y. Mais il y avait pas non plus que des dessins animés éducatifs, hein, il y avait aussi des trucs bien débiles pour bien nous vider le cerveau avant et après les cours. Bah tiens, Oggy les cafards, ça c'était délicieusement débile. Et oui, chers enfants des années 2000, désolé de vous décevoir, mais avant que Gulli rende Oggy les cafards ultra populaire, ça existait déjà chez les Minicums. Et je dois dire qu'on avait un peu tous rien à foutre en fait de ce dessin animé, non? J'en ai des vagues souvenirs de quand j'étais petite, que justement je regardais ça à la toute fin des Minicums, mais c'est rien comparé à la folie que ça a été pour les enfants des années 2000. Gulli a littéralement ressuscité la série quoi. Et c'est pas plus mal parce que c'est plutôt sympathique comme série, hein. C'est un bon gros cartoon à la française, un peu plus moderne que les vieux Looney Tunes. Par exemple là le chat pourchasse pas des souris, pourchasse des cafards, parce que les cafards c'est plus une nuisance pour les maisons nous maintenant que les souris. Et puis par exemple les cafards gagnent pas tout le temps, alors que dans genre Tom et Jerry gagne tout le temps. Et puis Oggy les cafards a le meilleur générique de tous les temps. Et toi Caramel, dis-moi, t'en penses quoi du générique de Oggy les cafards? Miaou, miaou, miaou. Caramel non. Dans le même style, on avait aussi Les Zinzins de l'espace, et ça pour le coup c'est aussi une série que j'aime encore regarder aujourd'hui. L'histoire était simple mais ça marchait super bien. Tiens vas-y Iggy Pop, explique. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space.
house. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. Voilà, merci Iggy Pop. Moi je trouve ça juste super drôle, surtout la deuxième saison. C'était trash, c'était déluré, les personnages en faisaient des tonnes, ça prenait pas les enfants pour des petites choses fragiles à qui il faut tout édulcorer, un dessin animé français qui sentait bon le camembert et la choucroute. Et puis c'était pas si con que ça, parce qu'il y avait quand même une bonne critique de la société avec les locataires qui envahissaient la maison, et c'était assez progressiste pour l'époque parce qu'il y avait un des personnages principaux qui était 100% homosexuel et surtout 100% assumé. Il draguait un mec tous les 2 épisodes, ça posait de problème à personne, que ce soit dans le dessin animé ou dans la réalité. Ils feraient ça aujourd'hui, ils auraient toutes les associations anti-LGBT aux trousses, hein. Ça montre encore à quel point on a bien évolué. En fait, si je réfléchis bien, je trouve que Les Zinzins de l'espace, c'est un dessin animé pour adultes qui se la joue dessin animé jeunesse en fait. Tu rajoutes 2-3 gros mots et des blagues de cul et ça peut très facilement être dans la même catégorie que les Griffins ou American Dad. D'ailleurs, ça se constate avec le jeu vidéo où on voit vraiment que les réalisateurs ils voulaient faire un truc un peu plus trash. C'est pas pour rien s'il est moins de 12 ans. Un autre dessin animé que j'adore encore aujourd'hui, c'est La Famille Pirate. Et ça aussi, c'était vachement plus mature que ce qu'on pourrait croire, hein. Parfois, ça abordait des thèmes qui étaient quand même assez adultes. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode où Victor kidnappe la femme de son voisin pour lui demander une rançon et qu'elle développe un syndrome de Stockholm parce qu'elle est délaissée par son mari? Vous m'avez enlevé au bon moment. Les mondanités, les dîners, je saturais, fatiguée, et cette vie de fou. Merci pour ce moment de paix que je n'arrivais pas à m'accorder. Et cette blague là, avouez qu'à 10 ans vous l'aviez pas comprise. Je crois pas qu'on devrait... Enfin, je veux dire... Bon, tu sais bien, quoi. Nous deux, on pourrait... Alors c'est d'accord. On le fait, ma petite sardine argentée. D'accord, mon gros mérou boutonné. Et hop, hop, et hop. Après c'est pas étonnant parce que la série était centrée sur Victor et Lucille qui étaient donc des adultes avec des problèmes d'adultes. Donc forcément ça vaut le coup de le regarder maintenant avec des yeux d'adultes pour mieux s'identifier aux personnages. Et puis les McBurney étaient une vraie famille, on voyait leur complicité, on comprenait leurs dilemmes et le fait qu'ils soient pirates ajoutait juste un petit peu de déluré, mais au final les thèmes abordés restaient assez réalistes. C'est pas très différent des Simpsons ou des Indestructibles en fait, c'est une famille qui ont des problèmes normaux dans un monde complètement déluré. Après bien sûr on ne pouvait pas aimer tous les dessins animés dans les minicubs, il y en avait qu'on était forcé de regarder juste parce qu'on avait peur de zapper et de tomber sur Marcelino. Une nuit de 1000 lunes, un petit enfant naît. Moi dans les minicums, ce que je supportais pas c'était... Nostalgia critique, t'es pas le seul dans ta haine contre Doug. Je déteste Doug, je déteste les dessins, je déteste les personnages, leur stupide couleur de peau, je déteste leurs prénoms débiles, je déteste le fait que mes parents me forçaient à regarder parce qu'ils trouvaient ça génial comme série, et surtout, je déteste ce générique de merde. Ah, mettez-moi un truc mieux. Né. Petit bottom, Tessie et Tinetam. Né. Une fille pas comme ça qui adore jouer dans le noir. Avec son chat. Né. 1, 2, 3, on nettoie. Oh putain, ça date. C'était trop mignon ces triplés qui voyageaient dans les contes de fées pour apprendre des leçons parce qu'elles faisaient des bêtises et tout. Hein. D'ailleurs je réalise qu'il y avait beaucoup de dessins animés sur les contes de fées à cette époque là. Donc il y avait les 3 petites sœurs, mais il y avait aussi Simsalagrim et la brigade des contes de fées sur la 5. Voici venir nos héros interfériques. Impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Et l'autre grosse mode c'était aussi d'adapter des BD en dessin animé. Par exemple pour les plus anciens il y avait Tintin qui avait au passage un générique très approprié. Il y avait Cédric. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Qui n'avait pas envie de claquer Nicolas des Charentes du Ventoux. Mais le plus emblématique reste sans doute Titeuf qui a imposé pas mal de répliques cultes. C'est pas juste. T'as jamais vu des films X ou quoi? Parle pas en pédoncule, moi. Je pense que si ça a si bien marché, c'est parce qu'il y avait vraiment un univers derrière Titeuf. Il y avait des prénoms que tu entendais que dans Titeuf, des répliques que tu voyais que dans Titeuf, et surtout c'était assez risqué en fait pour un dessin animé ou une BD pour enfants. C'est pas pour rien qu'à la base c'était pour les adultes. Sans mentionner bien sûr toutes les séries de super-héros qui sont adaptées de comics, ou même ce qui se fait sur les autres chaînes comme Is No Good ou Archie Mystère et compagnie. Oui, Riverdale à la base c'est censé être ça, d'accord? Et tout ça c'était qu'une bribe de ce qui se faisait chez les minicums. Il y avait aussi Jumanji qui était un très bon spin-off du film avec Robin Williams. Il
Il y avait aussi les séries animées produites par Warner Bros comme les Animaniacs. D'ailleurs, si vous vous le demandez, c'est de là que vient cette chanson. États-Unis, Canada, Mexique et Panama, Haïti, Jamaïque et Pérou. Sans oublier les super sketchs que nous faisaient les minicums entre deux dessins animés. Matin, je suis allé aux toilettes. Habituellement, c'est une fête. Mais au moment de m'essuyer, Y avait plus de papier. alors j'ai crié, 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 apportez-moi du papier. Elle a crié, 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 elle s'était gosillée. Et le cinécum où il faisait des parodies de films connus comme le Titanic. Plutôt que de se noyer, on n'a qu'à tous monter sur l'iceberg. Et vous alors, qu'est-ce que vous vous rappelez des minicums hein? Quels étaient les dessins animés que vous adoriez, que vous détestiez? Est-ce que vous aimeriez peut-être que je fasse un jour une critique d'une série animée entière? Par exemple, je pense que La Famille Pirate a pas mal de potentiel. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous, blablabla, vous savez ce que vous avez à faire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut! 2 fois par jour, du bodybuilding, sans oublier les heures de brushing. Essayer des costumes sur mesure, tout ça fait très dur, c'est dur. Et je m'entraîne à loucher des yeux, parce que ça fait un regard langoureux. De scène en scène, je chante plus fort, mais c'est pour mieux de crier ces mots. Mélissa, non, ne pleure pas. Wow.